Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, cher Hakim, c'est à nouveau un plaisir d'être avec vous pour échanger à l'occasion de ce quatrième colloque du Conseil scientifique de la COSOB. Et du coup, c'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer un autre anniversaire, puisqu'il y a presque 5 ans, nous signions ensemble l'accord de coopération donc entre la COSOB, le régulateur algérien, l'autorité des marchés algérienne, et Paris Europlace, avec un objectif assez évident d'ailleurs, qui était justement d'avoir cette coopération sur les marchés financiers. Je pense la même perception de l'enjeu du rôle des marchés financiers et de voir comment mutuellement on pouvait échanger. Au passage, je me tourne vers mon ami Yazid. Ça a été aussi l'occasion d'un accord signé entre la Bourse d'Alger et Euronext, qui est, comme vous le savez, la bourse européenne, notamment parisienne, mais pas seulement, puisqu'il y a d'autres places européennes qui sont en son sein. Alors, le cher professeur Boukrami, tu utilisais le mot d'humilité. Alors, je vais le prendre bien volontiers à mon compte, parce que sur ces domaines où je avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste, je vais essayer de vous dire des choses sur la façon dont nous voyons ces évolutions, ces bouleversements, la façon dont nous essayons de les prendre en compte dans notre action au sein de Paris Europlace. Mais là encore, je le ferai avec beaucoup de modestie. Alors, sur ces sujets, on pourrait prendre différents angles d'approche. Moi, je vais essayer d'en prendre principalement 3. Le premier, c'est peut-être dire un mot sur, et ça a été évoqué d'ailleurs dans les discours à la fois du directeur général du Trésor et du patron de la COSOB, de voir l'impact de ces bouleversements technologiques sur le secteur financier. Et évidemment, ça a son importance, parce que derrière, vous voyez bien que ça peut plus ou moins faciliter l'action des établissements financiers en matière de financement de l'économie. Je viendrai après peut-être sur certains points relatifs à l'utilisation de la blockchain et à son impact sur le secteur financier. Et vous me permettrez de terminer pour vous donner, en vous donnant quelques éléments sur justement ce qu'on essaye de faire sur la place de Paris et en Europe par rapport à ces thématiques. Alors, sur la partie innovation numérique et secteur financier, bon, je ne vais pas vous faire toute la démonstration sur les établissements financiers, à commencer par les banques qui seraient totalement disruptées par les fintechs. C'est vrai, en partie, mais ça n'est plus que ça. Je pense qu'on a un peu dépassé cette étape-là. Et on voit d'ailleurs, c'est assez impressionnant d'ailleurs en quelques années, à quel point les établissements financiers ont maintenant compris l'enjeu, s'investissent, sont des équipes très développées sur ces thématiques. Chaque grande banque, pas que grande banque d'ailleurs, chaque compagnie d'assurance, beaucoup de gérants d'actifs sur la place de Paris ont maintenant leur lab, ont leurs équipes qui font du sourcing de fintech et qui utilisent toute une série d'applications au quotidien. Alors j'ai voulu quand même malgré tout faire un petit focus sur quelques éléments en particulier. La question de la proximité avec les clients. Alors quand on parle de ça, on n'est pas directement sur les questions de financement de l'économie, mais malgré tout, ça a son importance. Et en préparant, j'ai eu la surprise moi-même de découvrir que toutes les applications qu'on peut avoir sur nos téléphones portables, eh bien la troisième utilisée en termes de consultation, après la météo évidemment, ça c'est un sujet qui est toujours très important, surtout à Paris, nous n'avons pas la chance d'avoir un temps aussi agréable qu'à Alger. Après les réseaux sociaux évidemment, ce sont les applications bancaires. Et parmi les exemples que je voulais vous donner, c'est donc BNP, je crois qu'il y a des représentants de BNP ici, Personal Finance qui est donc sur la partie prêt aux particuliers. On est maintenant avec un taux de dématérialisation qui est assez élevé. Et un élément aussi assez important et récent en France, c'est sur le paiement sans contact.
avec le chiffre que je vous indiquais. Alors, les sans contact, vous savez, ce sont la possibilité de paiement pour des petits montants. Il était de 20 € dans le passé, sans avoir à faire le code. Donc, vous mettez juste la carte bancaire et vous pouvez payer. Et le seuil a été passé à 30 €. On pourrait aussi beaucoup parler, évidemment, du mobile banking. Un point qui est important, c'est que, là encore, par rapport à ces débats qu'on a pu avoir parfois un peu passionnés sur ces nouvelles technologies, il y avait le fait que on subissait et on a subi beaucoup de réglementations ces dernières années. Alors évidemment, c'était lié à la crise financière, donc ça avait son sens et son intérêt. Et je pense que les régulateurs vont pas le contredire, mais en même temps, c'était perçu comme une contrainte. Et on voit qu'avec les obligations qu'ont les établissements financiers, c'est vrai évidemment en matière bancaire, mais pas seulement, ça l'est aussi pour les compagnies d'assurance, avec le fameux KYC, Know Your Customer, donc la connaissance du client. Les établissements financiers se sont rendus compte que ce qui était la contrainte, où il fallait remplir toute une série d'exigences par rapport aux régulateurs, ça pouvait aussi permettre d'accéder aux données sur les clients, aux données sur leur comportement. Ce qui renvoie d'ailleurs assez rapidement après à une question sur la sécurité et la relation de confiance. Nos amis de la Fédération bancaire française ont fait des études là-dessus et ont eu la bonne surprise de constater que les clients sont plutôt relativement confiants dans les données qu'ils transmettent à leurs établissements bancaires. Heureusement d'ailleurs, parce que s'il y avait un vrai problème de confiance, il y a toute une partie des mécanismes de paiement notamment qui seraient problématiques. Par rapport aussi à ces thématiques et assez rapidement, on voit que évidemment il y a un impact de ces nouvelles technologies, des fintechs sur les marchés, mais souvent aussi le régulateur, et j'y viendrai après sur plus précisément sur la partie blockchain, le régulateur, les pouvoirs publics. Et là encore, ça rejoint vos propos, Monsieur le Directeur Général du Trésor. Les pouvoirs publics ont vraiment un rôle d'impulsion et d'accompagnement, avec toujours d'ailleurs cette problématique qui est à la fois d'encadrer, mais aussi d'inciter et sans bouleverser par ailleurs les acteurs qui sont présents sur place. Alors, sur la partie blockchain maintenant. Comme je vous le disais, je ne suis pas un expert et je me suis dit, mais bon, je vais essayer de parler de blockchain et peut-être que les gens vont s'attendre à ce que je donne une définition. Alors, j'étais très inquiet, mais en tout cas, je me posais la question. Je me dis, je ne vais pas donner une définition technique parce que j'en serais bien incapable. Et j'ai trouvé celle-ci qui est, je crois, sous ton contrôle, Jean-Michel, celle d'un mathématicien, qui a dit la blockchain, c'est en quelque sorte un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et qui est indestructible. Alors, vous voyez, c'est une définition qui reste assez large et impressionniste d'une certaine manière, mais dans lequel je pense que chaque mot finalement a son sens, et dans lequel on peut voir justement en quoi on peut parler de révolution. Certains continuent à dire que tout ça ne va pas donner lieu à grand-chose. Bon, on est plutôt en train de constater le contraire. Et surtout, vous voyez bien que, au-delà des sujets techniques, c'est vraiment des questions d'usage, d'une certaine manière, d'approche, de comportement qu'on peut avoir par rapport à cette technologie. Alors, pour essayer de dérouler le point sur le marché primaire, il y a un fort enjeu qui est en tout cas qui est un enjeu nouveau, qui est la possibilité de lever des fonds en dehors, comme je le disais, des cadres actuels, bourse et capital investissement. Alors j'ai plus les chiffres en tête, je ne sais pas si Jean-Michel tu les as en termes de levée d'ICO. D'ailleurs c'est pas toujours facile de les recenser parce que tout ça reste quand même encore avec une certaine opacité, voulue ou non d'ailleurs. Mais en termes de grande masse, on est encore très très loin des modes actuels de financement. Mais malgré tout, il y a un vrai enthousiasme par rapport à ça. On est maintenant avec des opérations qui sont parfois avec des niveaux relativement élevés. Alors, ce sont les fameuses ICO, donc Initial Coin Offering, qui veulent en gros rappeler le sigle IPO, alors qui se traduisent, je l'ai mentionné rapidement, par un formalisme réduit. Bon, quand même ce qu'on appelle le white paper, dans lequel il y a la description du projet, des acteurs, qui doit donner un minimum d'informations aux investisseurs. Sur le fait que là aussi, la disruption, elle se traduit dans le mode de communication et d'échange avec les investisseurs pour les convaincre justement d'investir de l'argent.
un paiement sous forme de jetons, donc les fameux tokens. Alors là encore, je ne me lancerai pas dans une définition précise de cela, et avec l'enjeu de l'échange sur le marché secondaire. Alors, je parlais du mot j'utilisais le terme d'engouement, pas forcément d'ailleurs avec des éléments si précis que ça, mais c'est clair que c'est un sujet je veux dire, c'est presque maintenant tous les jours ou très très fréquemment qu'on a des questions qui sont posées là-dessus, avec, comme je l'ai dit, une mobilisation maintenant à un niveau. Malgré tout, il y a un certain nombre de questions. Je les ai mentionnées rapidement, et j'ai mentionné aussi le point de régulation, parce que derrière, dans les débats que peuvent avoir les régulateurs, et là encore, ça rejoint ma remarque sur l'équilibre à trouver. Il y a évidemment le côté innovant, c'est un mode de financement intéressant. D'une certaine manière, ça colle bien au fait de financer des projets innovants via ces nouveaux mécanismes. En même temps, on voit toutes les questions que ça peut poser, des questions juridiques et plus généralement d'ailleurs en termes de régulation et de stabilité financière. Je n'insiste pas sur les questions de lutte contre le blanchiment. Alors sur le marché secondaire, alors par rapport à ces thématiques, j'ai pas été très original. Je me suis très largement inspiré, pour pas dire assez recopié, un livre blanc que nous avons publié à Paris Europlace sur justement les enjeux de la blockchain concernant les marchés financiers. La blockchain, on peut en parler dans plein de domaines, mais notamment dans celui-là. C'est un domaine dans lequel d'ailleurs les enjeux, les possibilités d'économie, de gains sont assez considérables, puisque par définition déjà ce sont des marchés qui sont importants. Et donc on a fait ce travail-là l'année dernière. Vous pouvez d'ailleurs aller sur le site de Paris Europlace et vous trouverez ce document, à la fois d'ailleurs maintenant en version française, mais aussi en version anglaise. Donc on a considéré que sur le marché action, c'était pas forcément le sujet, en tout cas sur le trading lui-même. En revanche, ça pouvait avoir un enjeu sur ce qu'on appelle le post-marché, et notamment là encore, parce que quand il y a ce genre de technologie, il y a à la fois l'aspect un peu défensif, il y a la technologie qui arrive, qui peut favoriser finalement les acteurs non financiers par rapport aux acteurs financiers déjà établis. Donc ça peut être un enjeu, un sujet pour ces établissements en se disant, en gros, faut pas que je rate cette révolution. Puis après, il y a aussi l'aspect très offensif et proactif en se disant, ces technologies, elles peuvent m'apporter aussi beaucoup. Elles peuvent m'ouvrir de nouveaux marchés, de nouveaux types d'activités financières, et aussi elles peuvent réduire significativement mes coûts. Alors c'est notamment donc ce cas sur ce qu'on appelle le post-marché, comme je l'ai dit, parce que c'est un segment sur lequel ça nécessite beaucoup de systèmes d'information, donc assez coûteux. C'est aussi par ailleurs très consommateur de fonds propres, parce que derrière il y a évidemment des enjeux de stabilité financière, de régulation et donc de confiance. Alors là-dessus, par rapport à ça, d'ailleurs c'est intéressant parce que à travers cet exemple, on voit ce que on constate, et là encore je laisserai mes collègues peut-être le confirmer ou le préciser, c'est qu'on en parle beaucoup, ça c'est clair. Il y a parfois l'impression d'ailleurs d'une certaine agitation, d'une certaine fébrilité. Il y a beaucoup d'initiatives. On n'est pas toujours en fait très au clair sur qu'est-ce que ça donne concrètement. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été lancées qui sont tout simplement en phase de démarrage, et donc par définition, c'est encore difficile d'en mesurer les effets très précis. Toujours est-il que donc on a Euroclear qui est un acteur européen qui est très engagé. Il y a la bourse de Tokyo aussi qui est en train de faire qui a fait l'année dernière, je crois, ou à partir de l'année dernière, des analyses par rapport aux bénéfices, des études par rapport aux bénéfices de cette technologie. Bon, vous le voyez sur différentes réductions de certains risques, sur des aspects de transparence. Et j'ai voulu vous citer un chiffre sur le coût de la compensation pour voir derrière justement en quoi pour les établissements financiers il y a la perspective de faire pas mal d'économies par rapport au mode de fonctionnement actuel. Alors j'ai pas retrouvé hier soir en finissant ma présentation la référence. Il y avait une étude de Lever Wyman sur ce sujet-là qui est assez intéressante parce que justement ça donne une idée des volumes. Et peut-être juste une mention sur l'utilisation de cette technologie sur le segment de la trade finance, avec la plateforme là que j'évoque qui est WeTrade.
dans lequel on retrouve un certain nombre de banques européennes, dont Société Générale, je crois qu'il est aussi présent aujourd'hui. Juste, d'ailleurs, par rapport à ça, et je vais le mentionner après, c'est intéressant de voir que dans des domaines qui sont hyper concurrentiels par définition, les établissements financiers, notamment les établissements bancaires entre eux, ne se font pas de cadeaux. Ils sont là pour étendre leur part de marché, leur profitabilité, etc. Mais malgré tout, par rapport à ces thématiques, par rapport à ces innovations et ces disruptions technologiques, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des moments où ils se disent on est obligé d'être autour de la table et de travailler ensemble, parce qu'il y a des problématiques communes, parce que d'abord au quotidien, dans les échanges financiers, on échange beaucoup entre nous. Ici, tout ce qu'on dit sur le post-marché, c'est ça, tout simplement. Donc on échange beaucoup entre nous. C'est des domaines dans lesquels parfois on a intérêt de travailler ensemble parce que c'est des technologies qui sont quand même assez coûteuses, qui vont générer beaucoup d'investissements. Et d'une certaine manière, on a intérêt à partager le coût et le risque. Et donc voilà, c'est une des traductions de la capacité des établissements financiers à coopérer pour essayer de mettre en place ces nouveaux mécanismes et d'utiliser donc ces nouvelles technologies. Alors peut-être, oui, un petit focus sur la gestion d'actifs. Alors pourquoi la gestion d'actifs est importante pour nous? Donc, comme vous le savez, ce qu'on appelle aussi la gestion pour compte de tiers, à la fois via les véhicules qui sont les fonds d'investissement, ce qu'on appelle les organismes de placement collectif dans le cadre français, mais je crois que c'est aussi d'ailleurs le terme utilisé dans la législation algérienne, à la fois donc les fonds d'investissement et tout ce qui est la gestion sous mandat. Alors c'est important en France parce que on a un volume d'encours d'à peu près 4 000 milliards d'euros et surtout on a de très gros acteurs qui sont très présents sur le marché français évidemment, mais aussi très largement sur le marché international. Bon, on a les gros acteurs internationaux, Amundi qui est numéro 4 mondial, je crois qu'il doit être à peu près à 1800 milliards d'euros de gestion sous actifs. Alors on est encore un peu loin de BlackRock, mais c'est quand même des acteurs importants. Et c'est aussi, en France notamment, tout un tissu de sociétés de gestion qu'on appelle nous entrepreneuriales. C'est-à-dire, en gros, ça dépend pas d'établissements bancaires, ça dépend pas de compagnies d'assurance. Ce sont des gens qui ont constitué de belles boîtes, notamment une qu'on aime beaucoup en France qui s'appelle Carmignac, qui gère à peu près 50 milliards d'euros d'argent. Alors, donc, c'est un domaine qui est dans lequel la France a un réel atout. Passage dans la compétition Brexit, on utilise aussi beaucoup cet argument de la force et de l'expertise de la gestion d'actifs française. Et comme le disait, alors là, je me suis permis de mentionner aussi ce que dit Mathieu Duncan, qui est le patron d'Ostrum, c'est le nouveau nom de Natixis Asset Management, en disant voilà, la blockchain mènera la plus grande disruption que la gestion d'actifs ait connue depuis de plusieurs décennies. Et là, ce qui est intéressant dans ce domaine dans sa question de la gestion d'actifs, c'est que ça concerne à la fois des sujets d'actifs, gestion de l'actif, mais aussi du passif avec la gestion des porteurs de parts. Alors j'ai mentionné quelques éléments par rapport à ça. C'est des domaines dans lesquels on est à la fois d'ailleurs sur des sujets de gestion financière, où il y a aussi beaucoup de régulation. Je vais vous prendre un exemple. On a des contraintes d'information des clients. C'est d'ailleurs assez logique, puisqu'on leur demande de mettre de l'argent, on leur dit « je vais gérer cet argent pour vous ». C'est assez logique qu'on leur donne pas mal d'informations sur c'est quoi la stratégie, c'est quoi l'horizon, c'est quoi les risques, quels sont les titres aussi qui sont les sous-jacents du véhicule dans lequel vous investissez. Et donc, on a de plus en plus renforcé les obligations d'information des porteurs avec ce délicieux, à nouveau c'est un acronyme anglais, le KID, c'est le Key Information Investor Document, qui donc censé donner pas mal d'informations. Avec au passage d'ailleurs, je mentionne ça pour les régulateurs, toujours ce sujet, c'est que la tendance naturelle après les crises, ça a été de dire on accumule l'information donnée. On constate en pratique que l'investisseur lambda, y compris parfois d'ailleurs l'investisseur institutionnel, n'est pas toujours si friand de ces informations et en clair ne les lit pas beaucoup. Peut-être juste encore un dernier point sur cette partie gestion d'actifs, ce qui est assez frappant, mais ça rejoint ma remarque aussi de tout à l'heure, c'est que ce sont des domaines dans lesquels la blockchain, par ses caractéristiques, par là encore les changements qu'elle apporte,
peut donner de l'espace à des acteurs non financiers, mais qui pour le coup sont en contact avec le client. Donc ils ont déjà ce contact avec le client, ils ont des forces de frappe, les fameux GAFA ou FANG. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait un nouvel acronyme qui était utilisé. Le FANG étant c'est Facebook, Amazon, Netflix et Google. Bon voilà, je termine pour la parenthèse. Mais donc ces acteurs ont une très grande force de frappe et je le répète, une connaissance des clients qui est impressionnante avec beaucoup de données. Et du coup, il y a une technologie telle que la blockchain qui permet de désintermédier un certain nombre de processus de distribution et d'achat, ça peut leur donner un avantage pour pénétrer sur des marchés financiers. Alors, je crois qu'on utilise parfois l'exemple d'Alibaba, mais là je parle sous le contrôle de Jean-Michel, qui est donc, comme vous le savez, très fort en matière de vente sur Internet et qui a lancé, je crois, des fonds, des fonds financiers, des fonds d'investissement. En fait, proposés aux clients, à ses clients. Produits et dérivés, je n'insiste pas. Alors peut-être, oui, juste un élément par rapport à mon dernier point sur pourquoi est-ce que c'est aussi important pour des acteurs comme nous à notre modeste niveau, mais je pense à nouveau dans le cadre des échanges qu'on peut avoir, de regarder ce qui se passe. Je ne reviens pas sur les consortiums internationaux, je l'ai mentionné tout à l'heure. Juste peut-être un dernier élément qui est assez nouveau, qui est le fait que les acteurs internationaux, les acteurs publics internationaux, aucun d'espèce, la Banque mondiale, viennent de s'impliquent beaucoup dans ces marchés, ont été souvent à la pointe d'ailleurs d'innovation financière. On l'a vu d'ailleurs aussi dans notre domaine en matière de développement de la finance verte. C'est parce que des acteurs comme la Banque européenne d'investissement se sont fortement impliqués. Et quand je dis fortement impliqués, c'est tout simplement qu'ils ont fait des émissions assez importantes de green bond, que ça peut avoir aussi après un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur financier. Toujours est-il que après les thématiques que j'évoquais de finance verte, la Banque mondiale maintenant se lance aussi sur ce sujet de la blockchain. Alors comme vous le voyez, la première émission n'est pas très importante, 70 millions d'euros, mais là encore, par rapport à l'impulsion que ça peut donner sur le reste du secteur financier, je pense que c'est assez intéressant. Alors peut-être un mot sur quelques initiatives sur la place de Paris. Je les ai listées. Je crois que là encore, dans ces moments-là, quand vous avez beaucoup de bruit, de buzz d'une certaine manière sur ces technologies, l'impact que ça peut avoir, les disruptions qu'elles entraînent, c'est le mot qu'on utilise maintenant à longueur de journée. Vous dites, je suis pas sûr de totalement comprendre. En même temps, il faut absolument que je sois présent et que voilà, je fasse quelque chose. Alors, c'est pas faire quelque chose pour le plaisir de faire quelque chose, mais c'est là encore avec l'idée ne ratons pas ce train. Et là où c'est, je pense, positif au-delà d'une première approche qui pourrait être un peu, qui pourrait prêter à incertitude, c'est que du coup, ça oblige quand même à mettre un peu le nez dedans et à essayer de regarder un peu plus précisément les choses qui se passent. Et là, il faut saluer à nouveau d'ailleurs le rôle de la Caisse des dépôts, puisqu'elle avait lancé en 2015 une sorte de premier lab pour essayer justement d'analyser, d'identifier ce que pouvaient être les différents effets, utilisations de la blockchain dans les métiers de la finance. Le deuxième, alors on y est évidemment très attaché à Paris Europlace. On n'a pas été les initiateurs, mais on a joué un rôle de facilitateur. C'est par rapport à l'utilisation donc de la technologie sur le post-marché concernant les titres financiers non cotés, enfin des entreprises non cotées, en clair les PME et TI françaises, parce que là encore c'est quelque chose qui peut faciliter les transactions relatives à ces titres-là, que ça rejoint évidemment les problématiques importantes, et tu le soulignes à nouveau, cher Hakim, que nous avons tous d'accès au financement pour les entreprises. D'ailleurs, quand on parle de financement des PME, c'est pas forcément toujours pour des questions d'innovation, c'est aussi parfois simplement pour se développer, pour se développer à l'international. Et donc, là, c'est un consortium de place avec des acteurs français qui se sont mis autour de la table. Pour l'avoir vécu à l'occasion de quelques réunions, il y a vraiment l'engagement de travailler ensemble. Il y a des moments où c'est pas facile du tout. C'est-à-dire que quand vous avez des gros acteurs qui ont leur process juridique de compliance, etc., leur circuit de décision qui sont pas toujours simples, quand par ailleurs vous avez en face de vous ou à côté de vous un concurrent,
et bien travailler ensemble, commencer à rédiger les documents pour dire qu'est-ce qu'on va mettre dans ce consortium, quels sont les statuts, quels sont les mécanismes financiers qui vont être en place, qui va investir à quel montant, quels bénéfices on en retirera si jamais la démarche est validée à titre d'expérience. Voilà, c'est quelque chose qui est simple sur le papier, enfin qui peut paraître simple sur le papier, mais qui ne l'est pas du tout. Et cette fois-ci sur la symbolique, nous l'avons lancé donc collectivement, Place de Paris, ce fameux Liquid Share. Nous l'avons lancé le 11 juillet 2017. C'était au moment où nous accueillions le Premier ministre aux rencontres financières de Paris Europlace. Alors, les autres travaux, je ne mentionne pas, je laisserai Jean-Michel dire tout ce que fait l'Institut et Louis Bachelier et Finance for Tomorrow. Finance for Tomorrow, et tu le diras peut-être également, c'est l'initiative que nous avons lancée en juin de l'année dernière en matière de finances vertes. L'idée étant de dire, on a cet engagement collectif à agir contre le changement climatique. On l'a d'ailleurs un peu élargi puisqu'on parle maintenant de finances vertes et durables. On a aussi derrière cette question de positionnement de la place de Paris, évidemment une compétition avec les autres places financières, mais surtout on a de l'expertise sur la place de Paris. C'est donc important de s'y mobiliser. Alors peut-être parce que je suis déjà peut-être un peu trop long, dans le cadre des réflexions qu'on essaie d'avoir au sein de Paris Europlace, il y a les sujets d'opportunité business. Ça, je dirais que c'est d'abord le rôle des acteurs de la place. Mais collectivement, c'est peut-être l'occasion aussi de réfléchir sur un certain nombre de sujets. Alors, je les ai listés assez rapidement. Vous voyez qu'il y a une petite coquille, parce que j'ai le copier-coller qui a fonctionné 2 fois. Il y a pas mal de problématiques juridiques, on peut les imaginer assez facilement. Il y a des problématiques de stabilité financière. Mais derrière, il y a quand même un vrai sujet aussi, alors moi j'appelle ça éthique, mais sur l'utilisation de la donnée. On voit bien que c'est quelque chose qui facilite et en même temps ça peut être aussi très très intrusif. Je voudrais juste insister sur le dernier point, parce que là encore d'une certaine manière je pense que ça rejoint les réflexions que vous pouvez avoir aussi. C'est sur le fait que dans ces domaines-là, la question du cadre est absolument essentielle. Alors, quand on évoque ces sujets-là français, il y a une tendance naturelle côté français qui est de réglementer. Quand on dit réglementer, parfois c'est surréglementer. Et quand les pouvoirs publics disent « Ah, mais on va s'intéresser à ces problématiques nouvelles, au financement par les ICO, à l'utilisation de la blockchain, etc. », les acteurs ont spontanément un peu peur en se disant « Ouh là là, comme d'habitude, on va nous faire des tonnes et des tonnes de textes peu applicables et du coup, qui auront pour effet direct que les opérations ne se feront pas en France, se feront ailleurs, donc on perd du business et en plus ça sera du business qui sera probablement moins régulé à l'extérieur. Et alors là, ce qui est intéressant, et on est évidemment très favorable par rapport à ça, c'est que les pouvoirs publics se sont dit justement comment est-ce qu'on essaye de trouver un cadre, parce qu'il faut donner quand même un minimum de référence et donc de confiance pour les opérations qu'on veut lancer, tout en faisant en sorte que Paris devienne une place sur laquelle se font les opérations et pas ailleurs. Et en parallèle de ce qui est en train de se faire, et je recevais encore d'ailleurs tout à l'heure des amendements là, qui sont en train de tomber au projet de loi Pacte que j'évoquais sur la définition de ce cadre juridique, de ce régime de régulation, on essaye de travailler aussi sur le régime fiscal et comptable, avec là aussi l'idée de dire que si on veut quelque chose qui fonctionne, il faut qu'on ait tout qui soit écrit et sur lequel on communique rapidement. Bon, j'insiste pas sur les éléments. Là, je vous épargne aussi cette dernière slide. Et je n'ai pas de conclusion particulière sur cette thématique. Simplement, à nouveau, pour mentionner, et je crois que d'ailleurs que l'Institut Louis Bachelier joue un rôle aussi très important par rapport à ça, c'est qu'il y a ces grandes orientations, il y a ces questions relatives à la régulation, au rôle des acteurs, des pouvoirs publics, etc. Mais il y a aussi tout ce qui peut se faire, je dirais, dans les autres pays. Et peut-être juste un autre mot de conclusion, en me tournant cette fois-ci par notre ami de talent, sur ces thématiques. C'est d'ailleurs un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est important aussi de communiquer et d'échanger. Et nous avons le plaisir d'organiser ensemble, alors c'était l'initiative de la Banque centrale de Tunisie, le premier Africa Blockchain Summit,
Alors il faut qu'on fasse attention d'ailleurs à ces sujets parce que nos amis anglais sont aussi très très actifs et ils sont toujours très forts en matière de communication. Bon, au-delà de cette plaisanterie, c'est surtout l'idée de dire que sur ces sujets-là, il faut communiquer parce qu'on voit bien que c'est des questions sur lesquelles il y a beaucoup de complexité, on n'est pas toujours très à l'aise les uns et les autres. En tout cas, il y a besoin de savoir, mais aussi communiquer parce que c'est une façon de se positionner. Et donc, à nouveau, merci au groupe Talent et merci à vous tous.